Salut tout le monde. Salut tout Donc le monde. aujourd'hui, je suis en live sur Instagram et Facebook avec Géraldine JP, qui est une nomade digitale, consultante en SEO, entrepreneur et beaucoup d'autres choses. Donc on s'est rencontrés en fait il y a quelques mois. Je pense qu'on s'est croisés il y a quelques années aussi, Oui, parce que je faisais un peu un sondage pour voir s'il y avait de l'intérêt pour créer une communauté de nomades digitales francophones à Montréal et ailleurs. Et ouais. puis, en fait, on s'est rendu compte avec Géraldine qu'on avait beaucoup de choses en commun au niveau du marketing digital, entrepreneuriat, etc. Et voilà. Donc, peut-être que tu peux commencer par te présenter un petit peu. Bah oui, je sais même pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses. Mais donc mon nom c'est Géraldine JP, puis je suis entrepreneur, donc je fais de la consultation en marketing digital depuis déjà quelques années. Je suis maman d'un petit garçon et j'ai lancé aussi une start-up il y a quelques mois qui s'appelle Watergeeks. Grosso modo, ça couvre un peu tout ce que je fais en quelques mots. Ok, excellent. Et donc là, t'es à Montréal en ce moment. Ouais, je suis à C'est ça. Montréal en ce moment, jusqu'à, si tout va bien, normalement, fin 2020. Ok, d'accord. Et alors, c'est quoi les plans pour 2020? Les plans pour 2020, c'est que, en fait, j'aimerais repartir en mode nomade, mais en famille cette fois-ci. En famille, Ok, donc ça se prépare. Je prends un petit peu plus de temps pour le préparer, tout simplement parce que bah il y a un petit garçon à gérer aussi en même temps, puis je pourrais peut-être pas le faire aussi roots que ce que j'ai pu le faire par le passé. ok. Et donc, raconte-nous un petit peu ton histoire de nomade. On dirait qu'il y a un historique derrière tout ça. Ouais, quand même. En fait, j'ai commencé quand j'étais étudiante. Enfin, j'étudiais en France, à Ouais. l'EST 3 exactement. Puis, de fil en aiguille, en rencontrant via le système, le programme Erasmus, j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis, j'ai commencé à voyager comme ça. Donc, la piqûre est partie un petit peu de là. Puis, en 2013, j'ai commencé un peu à voyager un petit peu autour du monde. J'ai commencé par l'Espagne, l'Allemagne. Euh, Puis ensuite, j'ai fait le Chili Ok. en sac à dos. Voilà ce que j'ai à peu près fait en termes de voyage. Et c'est vrai que dans ces voyages, j'ai eu des belles rencontres. Puis moi, je suis quelqu'un qui voyage un peu route, donc c'est vrai que c'était en mode backpack, sans beaucoup de choses. Donc voilà. Ok. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nomades digitaux qui commencent comme ça en mode backpacker, puis après on se rend compte qu'on peut travailler et voyager en même temps, et puis c'est là C'est ça, qu'on fait c'est le ça, switch. c'est ça. Ouais. Et Et ouais, ouais, donc ça remonte quand même à quelques années. Comment ouais. comment c'était à l'époque? Parce que maintenant, bon, on parle quand même pas mal de nomades digitaux, mais en 2013, etc. Est-ce que c'était connu? Est-ce que tu savais qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça? Ouais. Comment Alors, en 2013, quand j'ai commencé, moi, j'ai toujours fait, en fait, depuis 2008, du couchsurfing. Donc, j'ai commencé déjà un Ok, petit peu par là à être intéressée par le voyage, par les gens du voyage, etc. aussi. ok, Et j'ai échangé. Il y a des gens qui sont venus chez moi. Je suis allée chez d'autres personnes, etc. Puis, j'ai commencé à programmer, à m'organiser pour voir comment ça pouvait se faire. Puis, c'est vraiment parti de là. C'est grâce vraiment au site des couchsurfers que j'ai commencé à trouver un petit réseau pour pouvoir me déplacer en sécurité aussi, parce que des fois ça peut être un petit peu aventureux. Puis c'est plus que juste aller dormir chez des gens. En fait, sur ce site-là, j'ai pu récolter beaucoup d'informations et pour mhm, pouvoir soit aller trouver des espaces pour travailler, des cafés, des fois, ce genre de choses. ok. Et tu parles de sécurité, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enjeux, peut-être comme femme et autres? Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu des très belles expériences, mais c'est vrai que en tant que femme, faut faire attention quand on se déplace. J'ai bien plein d'histoires qui sont pas très gaies, mais Ok, l'idée c'est quand même de s'assurer de rencontrer si on va faire du couchsurfing par exemple, de rencontrer les gens virtuellement avant, ça peut aider, de voir leur cote, ça peut aider aussi, parce que des fois on sait ok, jamais vraiment sur qui on tombe. Puis s'assurer que tout son réseau est au courant des déplacements. Ça peut ouais, aider en cas d'urgence, ça c'est important. Essayer d'avoir le plus possible un téléphone intelligent quand dans la mesure du possible, ouais, avec quelques datas de sécurité en cas de pépin, ça c'est important, je pense. ok, Ou une carte téléphonique aussi, là où on se trouve dans le monde, ça peut aider. ouais. C'est vrai que là-dessus, il y a eu pas mal de progrès faits depuis aussi. Je pense notamment à Apple qui a un système comme ça pour pouvoir Ouais, traquer ta famille et même d'autres apps qui sont nées.
Bon, il y a des usages qui sont plus ou moins sains, comme des parents qui veulent espionner leur enfant, etc. Mais bon, dans ce cas-là, ça peut être quand même assez pratique quand on a les coins reculés comme ça. C'est clair, Et, c'est clair. et donc, toi, tu es devenue nomade en étant consultante principalement en SEO, c'est ça? Ouais, en SEO, puis en marketing en général. Ok. En fait, ce que j'avais fait pour pouvoir me donner, parce que c'est un luxe quand même d'être digital nomade, je veux dire, on met tout en place pour pouvoir s'autofinancer entre guillemets. Donc, j'avais sécurisé en fait des contrats avant de partir de Montréal en freelance, et c'est comme ça que j'ai pu partir 3-4 mois la première fois avec ces contrats que j'ai pu sécuriser. Ok. Alors c'est vrai qu'en termes de travail, ça dépend des projets sur lesquels on bosse. Alors souvent les gens disent oui c'est sympa, tu travailles et puis tu es sur la plage et puis tu plugues ta prise. Enfin c'est un peu le stéréotype, mais c'est pas tout à fait ça. Faut quand même s'organiser, faut planifier en avance où est-ce qu'on va se trouver, est-ce qu'on aura accès à du Wi-Fi si c'est nécessaire, la Ok. bandwidth c'est important, tout ça. Donc faut pouvoir le prévoir en amont. Et en termes de Ok. SEO, la base, je ne sais pas si tout le monde connaît le SEO ou en tout cas le marketing digital, mais grosso modo, Mhm. c'est pour le marketing digital, c'est augmenter sa visibilité en ligne, bien sûr, soit pour vendre des produits, soit pour avoir des effets de levier en fait sur une marque, par exemple. Grosso modo, Mhm. c'est vraiment the big picture. En termes de SEO, c'est mieux se positionner en fait pour pouvoir être mieux vu par les moteurs de recherche et ultimement que ça serve aussi à des fins marketing. Ouais. Bah, c'est une bonne base que tu donnes, puis ça, c'est quelque chose qui est peut-être moins rapide que d'autres méthodes d'acquisition. Par contre, à long terme, bah, c'est entre guillemets gratuit, à part le temps qu'on y Ouais. met, les outils qu'on paye, et ça Alors, permet d'avoir du trafic. Ouais. alors c'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est gratuit, mais étant donné qu'on a une valeur en fait en temps à mettre dans le SEO, du coup, moi je le considère pas nécessairement gratuit parce qu'il faut Ouais. mettre des efforts en termes de contenu, en termes d'optimisation de tout ce qui est métadescription, en tout cas métadonnées qui aident à positionner un site sur la map Google entre guillemets. C'est Mhm. quand même des efforts qui sont à évaluer en temps, puis ça prend du temps effectivement. Ouais, c'est sûr. Et si tu aurais des ressources à recommander à des gens qui veulent découvrir le SEO ou s'améliorer là-dedans, En français, français ou anglais, je pense en que. français, il y a le site Abondance de Olivier Andrieux, si je ne me trompe pas, qui est une très très Ok. bonne référence. Ouais, je connais. SEO Rank, que je consulte assez régulièrement. Search Engine Journal, qui est quand Mhm. même pas mal. Puis sur Facebook, il y a aussi pas mal de groupes de mastermind en SEO, donc ça peut aider aussi. Ok, ouais, puis c'est quelque chose qui change assez souvent aussi. Ouais. Les Ouais, bases restent, mais il y a des petites spécificités qui s'améliorent, qui déprécient au fur et à mesure du temps. absolument. Puis en plus, après, ça dépend si on. Bon, c'est sûr que Google a plus de 90% du marché, donc tout le monde a tendance à optimiser pour Google. Mais bon, il y a d'autres moteurs de Ouais. recherche sur lesquels les gens vont parfois se nicher, qui ont des très bons résultats, comme sur Bing ou Yandex, par exemple. Ok, ah, c'est intéressant. Au Canada, Google, c'est quoi? C'est 90%, 95% des recherches, c'est ça? Ouais, c'est entre 92 et 95%. Ok, très cool. Et puis, si on revient plus à la partie comment devenir freelance et être freelance, combien charger, comment trouver des clients, etc. Est-ce que tu aurais Ouais. des astuces là-dessus? Alors ça, c'est une bonne question. Puis je répondrai, je répondrai peut-être à tout le monde, mais en particulier pour notre crowd féminine, c'est que les filles, il faut qu'on arrête de se dire, ben, je peux pas charger cher parce que je sais pas. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis quelques années, depuis que j'ai commencé mes différents business, j'ai beaucoup d'amis, euh, de connaissances en tout cas qui veulent démarrer des business puis qui sont jamais vraiment très sûrs de comment commencer, avec quel prix, etc. Puis des fois il faut se lancer en se disant bah j'essaye ça, je décide d'un prix, mais pas un prix qui est trop bas parce que quand on choisit un Ok. prix trop bas, ça amène des clients aussi avec le même, je dirais, le même bagou, le même calibre de clients. Donc il faut penser à ça aussi en fait sur la pérennité. Donc faut pas être trop haut non plus d'emblée parce que ça peut être un frein à la barrière d'entrée pour démarrer, mais il faut pas être Mhm. trop bas non plus parce que ça peut coûter très cher en bout de ligne. Donc ça c'est un des premiers conseils que je donnerais. Le réseau, je pense aussi que c'est Mhm. vraiment essentiel. C'est sûr que passer par son entourage pour pouvoir trouver
des contrats qui soient solides. Je pense que c'est essentiel et je pense que c'est important. Et il faut oser se mettre sur la map. Je pense que c'est vraiment aussi important. Et je pense que c'est pas si grave de ne pas tout savoir dès lors qu'on a volonté d'acquérir l'expérience pour pouvoir livrer un projet, un service ou même un produit. Ouais, surtout qu'aujourd'hui en 2019, on peut pratiquement se former à tout en mélangeant des vidéos YouTube, des articles de blog ou des formations en ligne. Absolument. On n'a plus vraiment d'excuses, quoi. C'est ça. Ouais, puis pour ce que tu disais au niveau du réseau, c'est sûr que toi, tu as développé ton réseau pas mal à Montréal et tu as trouvé des contrats à Montréal quand tu étais sur la route. Ouais. On peut aussi trouver des contrats qui sont ailleurs, mettons si on parle français en Europe ou en Afrique. Absolument. Et puis, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit sur les clients avec lesquels on chargeait plus ou moins de montant par heure ou par mandat. On en avait parlé quand on avait pris un café en janvier. C'est sûr que plus tu attires des clients, entre guillemets, cheap ou qui n'ont pas beaucoup de ressources, plus ils vont te prendre un peu pour un sauveur, pour un Jésus. Et donc, ils vont avoir des attentes très élevées et tu vas avoir beaucoup de pression. Ils vont te demander beaucoup de temps. Tu vas avoir à faire beaucoup de rapports. Alors que si c'est des clients qui ont un peu plus d'argent, là, tu es plus confortable. Puis souvent, ça peut aussi t'amener des contrats qui vont durer plus longtemps. Absolument. Et ça, c'est cool parce qu'en tant que nomade, le dernier truc que tu veux qui t'arrive, c'est être sur la route, parti pour quelques mois. Et au bout de 2 semaines, ton gros client principal te lâche et tu n'as plus rien. Je pense que c'est vraiment important en fait de pérenniser en fait des revenus en fait continus pour pouvoir vivre. C'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir $1 million pour pouvoir être digital nomade, c'est pas vrai. Ouais. Mais il faut quand même avoir une récurrence de minimum de revenus. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, quand on voyage, ça dépend à quel rythme on voyage. Si on voyage plutôt tranquillement ou vraiment intensément. Mais bon, on veut quand même aussi pouvoir profiter de l'endroit où on est pour visiter, faire des activités, apprendre la langue, etc. Donc, c'est sûr que pouvoir charger plus en tant que consultant ou freelance, ça te permet aussi de pouvoir travailler moins à certains moments ou autres. Donc, puis accumuler de l'argent aussi, qui est toujours bien d'avoir un coussin de sécurité. C'est ce qui peut être très nécessaire pour éviter de se retrouver dans des situations au fin fond du Guatemala, par exemple, et puis ne plus avoir accès à des fonds, ne serait-ce que pour se payer un bus pour rentrer. Ça peut être un peu… Ouais. C'est vrai que… Est-ce que tu as des aventures comme ça ou des anecdotes à nous raconter Oui, j'en ai quelques-unes, mais en tout cas, sur le côté finance, j'ai toujours pu m'organiser de manière un peu plus assez structurée. Disons-le comme ça, pour essayer de pas nécessairement avoir beaucoup, mais avoir suffisamment pour pouvoir financer mes déplacements. Okay. Après, c'est sûr que c'est sur l'hébergement où des fois, j'ai eu un peu des aventures où je me suis retrouvée chez des couchsurfers qui étaient très sympas, mais qui étaient un peu bizarres. Donc, des fois, ça peut être un peu inquiétant aussi, un peu stressant. Ouais. Ou des fois où j'avais pas du tout d'hébergement, ni d'hôtel, ni rien. Puis, j'y suis allée vraiment freestyle en demandant qui veut bien m'héberger. Puis, ça peut arriver. Je ne recommande pas nécessairement de le faire, mais des fois, on peut tomber sur ce genre de situation ça peut être un problème. Donc voilà. Ouais, c'est sûr, ça m'est arrivé aussi quelques fois, notamment en Argentine, où il y a des endroits, des petites villes où tu ne pouvais pas booker, réserver de l'hébergement à l'avance. Donc, tu as fait 14 heures de bus de nuit, tu arrives là-bas et là, tu fais toutes les auberges, tous les trucs, il n'y a pas de place. Ouais. Là, bon. Ouais. Et finalement, dans ce cas-là, j'avais réussi à trouver un hébergement chez des particuliers qui voulaient bien louer une chambre. Ouais. Mais bon, c'est sûr que c'est plus confortable si on peut booker à l'avance. Et puis, quand on voyage aussi pour des périodes de temps plus longues, on peut aussi négocier plus les frais d'hébergement. Les frais d'hébergement, c'est clair. Puis aussi, autre chose que je pourrais rajouter, c'est que pour avoir voyagé vraiment surtout du nord au sud du Chili, des fois, il y a des zones où les gens n'ont pas nécessairement vraiment un bon accès à Internet, ce qui fait qu'ils ne mettent pas nécessairement leurs informations des fois sur le fait qu'ils hébergent, etc. Donc, des fois, il faut y aller un peu freestyle aussi, aller dans des groupes Facebook où les gens vont mettre leurs informations. Il y a toujours des canaux un peu sous-jacents pour trouver des informations pour se faire héberger. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et donc, toi, là, tu vas repartir en 2020 en famille. Ouais. Qu'est-ce que ça change du côté nomade? Ça change que je pourrais plus me permettre vraiment de me lever comme ça et puis de dire là, je pars et puis advienne que pourra.
là, il faut vraiment que je sois vraiment beaucoup plus structurée, plus organisée, parce que je pense que j'ai pas nécessairement envie de mettre mon fils et mon conjoint dans des situations dans lesquelles j'ai été par le passé. Je préférais aller dans quelque chose de bien, mais pas nécessairement fancy, mais en tout cas qui sera sécurisé surtout pour mon petit garçon. Ok, ouais, j'imagine. Et Ouais. puis au niveau de la logistique aussi, tu dois, bon, j'imagine que c'est toi qui prendras le lead parce que tu connais mieux Ouais. tout ça. C'est ça, absolument. Puis, en fait, j'hésite entre plusieurs choses. Soit voyager en van, on commencerait par le Québec, Ok. en van, mais bon, faut voir quelles sont les appréhensions des uns et des autres, enfin, en tout cas de mon conjoint et de mon fils vis-à-vis du fait d'être dans un petit espace. Donc, il y a aussi ça que j'essaye d'envisager, ou effectivement aller échanger avoir des spots chez l'habitant. Ça aussi, ça peut être pratique. Ou je pensais à une dernière option éventuellement pour pouvoir mettre ça en place, c'est faire du gardiennage de maison. Oui. J'ai découvert que c'est une option qui peut être intéressante, donc je suis en train d'explorer ça pour pouvoir justement explorer un petit peu le voyage, mais en mode safe et un petit peu plus encadré. Et c'est sûr que je pourrais moins en fait voyager comme ça, c'est-à-dire que je change de destination tous les 3 jours. Ça va être plutôt des destinations un peu plus longues. Donc sur un mois minimum ou 2 mois, parce qu'avec un enfant, je pense que on n'est pas aussi flexible pour pouvoir jongler on saute dans un bus, on saute dans un train, on saute dans un avion, ça se passe pas toujours comme ça. Ok, ouais, c'est clair. Et je connais pas encore très très bien ces communautés-là, mais je sais qu'au niveau de voyager en van, il y a des communautés énormes sur Facebook. J'ai vu des groupes de 50 000 personnes. Ouais, j'en ai vu quelques-uns. Il y a Van, le nom m'échappe là, mais il y a une page Facebook où en fait ils louent d'ailleurs des vannes aménagées. C'est Go Van, quelque chose comme ça, ou Van Go, quelque chose comme ça. Ils offrent vraiment des vannes vraiment super, tout confort, avec lit, matelas intégré, des fois avec un évier ou ce genre de choses. Donc ce qui peut être très pratique en fait pour voyager, en tout cas sur le sol américain. Je pense que ça pourrait être une première avenue, en tout cas pour moi. Ok. Moi, je sais qu'il y a aussi au Québec, il y a Voyage en roue libre qui font du contenu là-dessus, qui sont en train de retaper un bus scolaire américain. Ouais. Il y a aussi dans les influenceurs en France, il y a Antoine Blanchemaison, Antoine BM qui vient de s'acheter un van, bon, déjà tout fait, Volkswagen, etc. Mais c'est quand même. Et puis je connaissais pas du tout ça avant de m'enseigner là-dessus. Et il y a quand même pas mal de monde qui regarde ça. Je pensais même éventuellement, mais après ça va dépendre du budget qu'on veut mettre et la durée du voyage, mais potentiellement effectivement en acheter un pour le retaper moi-même, et puis éventuellement prendre la route avec ça. Ok. Après tu deviens mécanicien nomade aussi. Je pense que je vais déléguer. Ouais. Et puis pour le home swapping aussi, j'en parlais récemment avec quelqu'un qui veut essayer cette option-là. J'ai vu qu'il y a des groupes Facebook, etc., mais j'ai pas trouvé de plateforme qui était. Enfin, je sais qu'il y a des plateformes web, mais apparemment, il n'y avait rien de convaincant là-dessus. Est-ce que tu as des ressources intéressantes? Il y avait Tour City, je pense. Alors, attends, je suis plus très sûre parce que ça fait un moment. Je pense que c'est Tour City. Et puis, mais j'ai pas tout exploré encore là parce que je suis vraiment en train de démarrer ma planification pour ça là, mais mais je pourrais les mettre dans les liens en fait sur Facebook en fait, les liens que j'ai. Ok, ouais, carrément. Et peut-être une question encore là-dessus du côté nomade en famille. Donc ton fils, il a quel âge? Il a 2 ans. Il a 2 ans, ok. Ouais, c'est tout petit. Et donc là, il est encore tout jeune, il va pas à l'école, etc., j'imagine? Exactement. Il va à la garderie, là, il va à la crèche. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de contraintes scolaires. Mais en fait, je serais prête à faire du homeschooling aussi pour le temps du voyage s'il était plus âgé aussi. Je pense que ça peut être une avenue pour faciliter le voyage. Et puis, je pense que ça peut leur apporter, en tout cas aux enfants, je trouve que ça leur apporte beaucoup en termes d'ouverture d'esprit, en termes de découverte et puis d'indépendance et d'autonomie aussi. Ouais, c'est sûr. J'en parle souvent avec des gens qui ont voyagé, moi, tu vois, par exemple, je suis né à l'étranger, depuis tout petit, j'ai voyagé, etc. Ouais. Tu parles plusieurs langues, tu connais différentes cultures, ça t'ouvre direct à tout ce que tu peux avoir. Et en plus, si tu peux le faire en changeant de pays plus régulièrement, c'est top. Ouais, puis je me dis que c'est un plus aussi pour l'aspect social aussi. Donc ça peut être un avantage
Ouais. faciliter ce type de skills, entre guillemets. Ouais, par contre, moi, un point négatif que je vois peut-être, c'est que moi, je me souviens à chaque fois que j'ai déménagé, puis j'ai déménagé, je pense, 15 fois, un truc comme Ouais. ça. Quand j'étais C'est petit, beaucoup. en tout cas, ouais. Quand j'étais petit, c'était à chaque fois qu'on déménageait, il fallait se refaire des amis, il fallait abandonner les anciens, etc. Ouais, ça peut être peut-être un peu plus compliqué, mais ça. Je pense que je ferai un petit bilan à ce moment-là. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Il y a des attaches, c'est sûr, mais qui, à cet âge-là, qui sont peut-être un peu moins fortes par Ouais, rapport aux amis. C'est sûr que à 4-5 ans, peut-être que là, c'est un peu plus difficile, effectivement. ok. Et au niveau des destinations, est-ce que tu en as déjà en tête, des endroits qui te tenteraient ou que tu verrais bien adapter? Alors on commencerait par, on irait graduellement en fait. On commencerait par l'Amérique du Nord, donc Ok. Canada, États-Unis pour commencer, puis éventuellement on descendrait vers l'Amérique latine. Ok. Moi, j'aurais en tête de retourner bien sûr au Chili parce que c'est un pays qui est cher à mon cœur. Et mais j'aimerais aussi, j'aimerais faire le Brésil et j'aimerais faire l'Afrique en fait. Ok. J'ai deux pays que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire en termes de voyage, c'est le Ghana et le Ouais. Nigeria. Ok. Mais bon, sous réserve pour le Nigeria parce qu'apparemment, bon, c'est pas si facile que ça, mais de pouvoir voyager comme ça un peu en roue libre au Nigeria. Mais bon, je vais planifier ça et organiser ça. Ok. Très nice. Et, et ton mari, ton conjoint, lui, il fait quel genre d'activité? Alors lui, il fait pas du tout dans le nomadisme du tout, ni dans le digital, donc mais Ok. j'essaye de le convertir en fait. J'essaye de le Ok. convertir. Et c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que c'est des aspirations qui sont différentes. Et c'est vrai que j'essaye de le convaincre au fur et à mesure, de lui montrer de ce qu'il peut faire Mhm. en ligne pour pouvoir supporter enfin en tout cas participer au voyage aussi de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est pas son Ouais. cœur de métier, mais je pense que dans la vie on tout s'apprend. Ok, bah écoute, je partage ça à 100%. Puis surtout, comme je disais, maintenant, on a tellement d'outils et de plateformes pour apprendre que Ouais, on a plus d'excuses. Après, je pense que ce qui détermine les gens qui vont pouvoir suivre cette voie-là, c'est la volonté d'apprendre, la motivation, et puis aussi on en parlait dans le dernier live avec Inès il y a 2 semaines, c'est la proactivité. Parce ouais. que c'est vraiment un mode où il faut que tu te bouges pour aller chercher des informations sur où tu vas aller, comment tu vas réussir à travailler, etc. À la base, c'est une idée qui est au loin comme ça, de travailler en ligne en voyageant. Puis Ouais. petit à petit, bah, c'est organisation, step by step, arriver à poser les bases Ouais. financières et puis aussi personnelles pour faire tout ça. Puis il faut aussi bien se fixer des objectifs parce que Ouais. dire qu'on est nomade mais juste en voyageant en continu, c'est pas réaliste. À un moment donné, Mhm. il faut pouvoir se poser aussi pour effectivement travailler. Donc, il Ouais. faut que ce soit vraiment bien structuré et planifié en avance, je pense, pour que ça se passe bien du côté pro aussi. Exact. Ouais, puis c'est aussi s'assurer de construire quelque chose du côté pro, pas juste trouver une source de revenus, comme on entend souvent, mais c'est quand même ta carrière, etc. Ça continue. Si tu poses les bases de quelque chose, bah ça va faire que s'améliorer et puis te permettre d'être encore plus nomade si tu l'es pas complètement ou de trouver le style de vie que tu veux, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, pour pouvoir le faire évoluer, parce que c'est pas parce qu'on est nomade que c'est juste des contrats comme ça, un peu par-ci, par-là. C'est vraiment construire sa marque, construire ses Mhm. produits, ses services, etc. Puis élargir son réseau, parce que ça, on n'en a peut-être pas encore parlé, mais effectivement, être nomade, c'est aussi ça, c'est élargir un réseau qui est beaucoup plus international aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, tu vas travailler dans des coworking ou des cafés où tu rencontres des gens qui font un peu ça aussi et Ouais, c'est vrai qu'au bout de quelques temps, tu te retrouves avec un réseau de gens un petit peu partout tu sais, qui voyagent. Et donc, vu que tout le monde voyage, ça fait ouais, une map assez folle. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait un outil qui te permette. Je crois que sur Nomadlist, tu peux voir les maps des gens. absolument. Mais il y a un truc qui ferait ça pour ton réseau, voir ton réseau où on est en ce moment et tous les traits de voyage, etc. Ça doit être assez malade, je pense. Ouais, j'ai pas encore trouvé d'app pour ça là, mais si quelqu'un dans les commentaires a en tout cas une app pour ça, n'hésitez pas à partager en tout cas. C'est clair. Écoute, je voulais te poser quelques questions super rapides. Tu vois, je te pose la question, tu réponds pour en savoir un peu plus sur toi et ta manière Ouais, de voyager. ouais. Donc, première question, ton pays préféré en tant que nomade, que tu y aies été ou pas d'ailleurs? Ben, j'en ai deux. Est-ce que je peux en donner deux? Oui, ok.
Harmonie. J'aime beaucoup l'Espagne et le Chili. Ok. Ouais, Et vraiment. le Chili, moi, j'y ai été aussi à quelques semaines. Il y a des endroits en particulier au Chili que tu as vraiment adoré? Je peux commencer par ce que j'ai détesté. Santiago, écoute, même si c'est la ville principale, etc., j'ai pas trouvé ça très chaleureux, mais j'ai beaucoup aimé Concepción. C'est vraiment magnifique. Okay. J'ai beaucoup aimé le sud aussi. Punta Arenas, c'est vraiment magnifique. Puis le désert d'Atacama, c'est vraiment tout au nord. C'est vraiment magnifique. Il fait très très chaud par contre, mais c'est vraiment très sympa. Puis j'ai rencontré vraiment des gens qui avaient le cœur sur la main, donc ça c'est vraiment chouette. Ok, ouais, bah, pour Santiago, je partage un petit peu aussi. Moi, j'y suis resté peut-être une semaine et quelques. C'était en 2013 aussi, on s'est peut-être croisés là-bas. Ah. J'avais fait le festival Lollapalooza à Santiago, festival de musique. Ouais. Et vraiment, ouais. Moi, j'avais juste fait, comment ça s'appelle, sur la côte là. Valparaiso? Ouais, c'est ça, Valparaiso et Viña del Mar. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est sympa. Pour le coup, j'ai préféré Pucón, qui est vraiment, c'est une zone de villégiature vraiment entre l'océan puis la montagne. C'est vraiment magnifique. Puis l'esprit des gens, je l'ai trouvé très, 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 très sympa. Ok. Donc, cool. si vous aimez les volcans, il y en a. C'est sûr. Et est-ce que tu as un hack, une astuce de voyage que tu as à nous partager? Faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire aller vraiment parler aux gens. C'est sûr qu'on y va, des fois on a déjà son itinéraire, on a déjà ses objectifs, mais faut pas y aller non plus avec des œillères, faut y aller en restant ouvert et puis être prêt à parler à n'importe qui finalement, parce qu'on sait jamais vers où ça peut mener. Moi, je me suis retrouvée avec j'ai fait des belles rencontres. Une de mes fiertés, c'est que j'ai rencontré un ami, un très bon ami, qui a épousé ma meilleure amie. Voilà. Okay. Donc ça, c'est une de mes petites fiertés. Donc ça peut amener à ce genre de choses, d'être ouvert et de parler aux uns et aux autres. Ok, super. Et puis dernière petite question. Bon, finalement, elles sont pas si rapides, mais elles sont intéressantes. Est-ce qu'il y a un accessoire insolite avec lequel tu voyages? Insolite? Ouais, ou un truc que n'importe qui voyage pas avec, mais toi, c'est avec toi depuis le début. C'est une bonne question. Par exemple, Inès, là, il y a 2 semaines, elle nous a parlé de son sac. Elle a un sac d'aliments pour faire la cuisine un petit peu partout, alors que tout le monde mange au restaurant à chaque fois qu'il voyage. J'avouerais que non, maintenant que je réfléchis, non, j'ai pas de... Je vais toujours avoir un labello sur moi, quoi qu'il arrive. Okay. Mais voilà, moi, ça m'est utile parce que c'est nécessaire. J'ai lève-sèche tout le temps là, mais grosso modo, non. En fait, j'essaye d'avoir le moins de choses possible. Ouais. Juste au cas au cas où il faut se déplacer rapidement pour que ce soit pas trop lourd. Donc j'ai souvent pas beaucoup de choses, pas beaucoup de vêtements, j'ai vraiment le strict minimum. Okay. Et en plus je voyage pas nécessairement avec un sac de backpacker, je voyage souvent avec un sac à dos comment je peux appeler ça, un sac à dos d'ordinateur, juste pour être sûr que mon ordinateur soit toujours en sécurité. Ouais. Donc voilà, c'est juste. Ok. Justement, moi je voyage souvent aussi avec un labello. Bon, il y a la partie l'usage classique, mais il y a aussi que ça stoppe assez rapidement les saignements. Ah, ça, je savais pas. Les coupures, mettons quand tu te rases et que tu te coupes, tu mets un petit peu et ça coupe, ça stoppe. Pareil pour les différents endroits. Donc je trouvais ça, c'est un usage qui est assez intéressant. Et pareil aussi pour des sachets de thé. Ok, oui, ça je savais. Ouais, ça, moi j'en ai toujours comme ça. Si j'ai besoin de me faire un thé à un endroit ou si je me coupe quelque part, bah, je peux arrêter le saignement le temps de trouver autre chose. Vu que je voyage avec beaucoup de matériel médical. Ben, si, je vais peut-être avoir un tout petit kit d'huile essentielle. Genre, je vais avoir de l'huile essentielle de l'arbre à thé sur moi, menthe. Et c'est 2 huiles essentielles et lavande, par exemple, au cas où, parce que c'est pour le stress, pour soigner, désinfecter, c'est des huiles essentielles qui sont pratiques. Ok, d'accord, très cool. Ça fait un peu ma vie, là, mais une druide nomade, en fait. C'est à peu près ça.
Ok, ça marche. Bah, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine l'interview? J'invite en tout cas tout le monde à, s'ils ont la possibilité de voyager, c'est vraiment chouette comme expérience, pas uniquement pour se dire je quitte l'endroit où je vis pour juste avoir le luxe de voyager, mais c'est surtout une aventure humaine. Et je pense que sur la route, en tout cas de mes expériences à moi, j'ai rencontré vraiment des gens formidables. Ok, excellent, ça marche. Eh ben, écoute, Voilà. j'ai menti en fait, j'ai encore une question. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver en ligne, toi et puis les projets sur lesquels tu travailles? Un petit peu partout. En fait, ils peuvent me retrouver sur LinkedIn pour le pro, sur Instagram à GJIPPE, donc Géraldine JP, donc ils peuvent me Ouais. trouver là. Et là, il y a un petit peu tout ce que je fais sur mon Instagram et sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Géraldine. C'est moi qui te remercie. Et puis merci à tout le monde qui nous a regardé sur Facebook, puisque Bye. Instagram a coupé entre-temps. Oui, j'ai vu ça, ouais. Salut, ciao. Salut, bye, à bientôt.